présenter autre chose. C'est bien ça le débat. Mais je partirai de la fin de ton intervention, parce qu'en fait c'est celle que j'ai vécue quand j'étais jeune postier. Nous vivions dans une conception du rôle de l'État. Une conception du rôle de l'État qui a prévalu pendant de nombreuses années, depuis la Libération, et qui s'organisait autour du service public, tout simplement. Autour du service public, fournisseur de services, moi qui étais postier, ça en faisait partie, et qui était aussi un instrument de l'action publique, en général, dans de nombreux secteurs, économiques, culturels, sanitaires, social. Et depuis 30 ans, ce que j'ai vécu aussi avec beaucoup d'entre vous, certainement, cette conception n'a cessé d'être mise en question. Moi, je dis bien n'a cessé. D'une manière, avait des moments plus forts que d'autres. Elle s'est heurtée pendant toute une partie de cette époque à des luttes sociales et syndicales de haut niveau. N'ai-je pas vécu, pour ma part, l'affrontement terrible avec Giscard d'Estaing au regard des PTT qui voulaient privatiser, qui avaient amené les postiers à 45 jours de grève. Hein. D'autres batailles ont été menées comme ça, qui ont permis, dans un rapport de force donné, à tenir tête aux représentants du capital. Donc je dis depuis 30 ans, progressivement, je dirais à partir de deux facteurs. La première, c'est les ressources. Pourquoi cette remise en question de cette conception de l'État? D'abord parce que les ressources, progressivement, ont été orientées de plus en plus vers le capital, dont le coût n'a cessé de piller les ressources nécessaires à la réponse des besoins. Et bon, tous les militants savent bien, puisque je sais qu'à la CGT, vous avez mené une réflexion assez approfondie sur cette question du coût du capital, et chacun a pu voir comment les dividendes, mais aussi les intérêts, mais aussi tant de choses, les intérêts bancaires, mais tant de choses, ont fait que les ressources, le capital a attiré toutes ces ressources, bien entendu, privant les politiques publiques des moyens de répondre aux besoins. Et la deuxième idée, le deuxième facteur sur lequel cette remise en question de cette conception de l'État a été faite, c'est la concurrence. La concurrence telle que la voit l'Union européenne, telle que les représentants des États qui constituent l'Union européenne ont fait en sorte qu'elle se développe. Et donc, ceci a entraîné de nombreuses privatisations, France Télécom par exemple, ou bien d'autres, peu à peu, mais également dans le service public lui-même, de nouveaux critères, et tu le disais, de gestion ont imprégné l'action publique dans la plupart des services publics connus. Et puis, à partir de là, il y a eu, bien entendu, les lois qui se sont succédées, et notamment une dont on ne parle pas beaucoup, mais qui est fondamentale dans cette réforme de cette conception de l'État. C'est la LOLF, bien connue des militants, notamment des finances publiques, qui a été un des outils. Et quand cette LOLF a été mise en œuvre, ça a échappé à l'analyse de beaucoup de monde. Et le capital avait un temps d'avance, il faut bien le dire, en matière idéologique, et on n'a peut-être pas eu les débats qu'il aurait fallu à l'époque sur cette question-là. Mais la LOLF est devenue un instrument de toutes les réformes. Et puis, bien sûr, on y a ajouté, est arrivée la RGPP, puis l'ANAP, et puis la réforme, la REAT, la réforme des services déconcentrés de l'État, qui a été terrible. Terrible à la fois pour les salariés eux-mêmes, d'abord. Pour les salariés eux-mêmes, cette réforme leur est tombée sur la tête, une réforme de structure qui ne s'est alimentée d'aucune vie démocratique, d'aucune concertation,
et qui a complètement déboussolé, nous le voyons dans nos régions, complètement déboussolé l'ensemble des salariés de l'État dans les territoires, qui représentent 95% des fonctionnaires de l'État d'ailleurs. Hein. Donc c'est quelque chose d'assez fort et qui nous permet de voir le paysage dans lequel cette remise en question de la conception de l'État nous a conduits. Alors voilà, moi c'est juste pour résumer, je dirais ça, et donc à partir de là, maintenant je voudrais plutôt m'interroger avec vous, c'est de me dire, bon, mais comment maintenant faire vivre une autre conception de l'État qui reprendrait la main justement sur cette idée d'organiser la société pour répondre aux besoins des humains, quoi. Et ça m'intéresse, et je voudrais juste le prendre très rapidement à partir de deux exemples, peut-être plus concrets. Le premier, ce serait, vous le savez, que c'est d'ailleurs dans l'actualité, dans quelques jours, dans quelques 2 ou 3 semaines, va venir à l'Assemblée nationale la loi sur le vieillissement. Loi très importante, qui mérite, à mon avis, que tous les acteurs, qu'ils soient syndicaux, politiques, associatifs d'ailleurs, s'en préoccupent. Car cette question est devenue au cœur de la vie de tout le monde. D'autant plus que l'allongement de la durée de vie fait que nous serons très nombreux à avoir plus de 65 ans dans quelques années. Nous le sommes déjà, mais nous serons très nombreux. Et nous serons très nombreux à avoir besoin d'un service public qui puisse nous permettre, nous accompagner à rester des citoyens comme les autres dans la société. Et donc ce besoin qui est une exigence montante mérite que nous réfléchissions pour savoir comment va-t-on répondre à ce besoin de la personne, quel rôle va jouer l'État dans ce domaine, quel rôle vont jouer les collectivités locales, car aujourd'hui, il faut bien le voir, je suis allé à une rencontre là, des salariés dans mon département qui manifestaient le jour de la journée de la femme. Et à l'appel de leur structure, ils représentaient 1400 salariés là, qui se rassemblaient, quasiment que des femmes, 98% de femmes, hein, dont on ne se préoccupe pas suffisamment, il faut bien le dire, et qui nous disent, à juste raison, le système en place est à bout de souffle. Il nous met dans des conditions de travail insupportables, qui nuisent à notre santé. Ça représente à peu près maintenant 600 000 emplois au plan national, aujourd'hui, dont 70% sont des temps partiels, dont la moyenne des salaires avoisine le SMIC, et quand c'est des temps partiels, c'est en dessous, donc c'est tout un salariat qui émerge là, et qui a pourtant une raison profonde d'exister, celle de l'être humain et de sa dignité dans la vie. Donc c'est pas une petite chose, et ça parle d'un service public qui n'existe pas aujourd'hui. Donc cette loi sur le vieillissement, on pourrait attendre, qui est promis depuis longtemps, on pourrait s'attendre à ce qu'elle porte des réponses fortes dans ce domaine. Et quand vous la parcourez, malheureusement, il va falloir beaucoup d'amendements pour qu'elle soit au niveau de la réponse attendue. En effet, quand les gouvernements de l'époque ont créé l'APA, l'aide personnalisée à l'autonomie, en fait, il a tout fait pour se désengager du sujet. Il a confié cela aux départements, leur donnant une part financière qui n'a cessé de régresser depuis, puisqu'aujourd'hui, la contribution de l'État est en dessous de 30%, elle était de 50% au démarrage de la loi. Et donc, peu à peu, cette charge est venue, apportée dans les conseils, est venue dans les budgets des conseils départementaux, ajoutée à d'autres dépenses très croissantes, et les départements aujourd'hui ne sont plus en mesure, au regard des financements dont ils disposent, de remplir de manière correcte cette mission. Donc là, l'État a un rôle à jouer.
Et il faut que cette loi détermine le rôle de l'État, et notamment qui doit, à notre avis, fixer une tarification nationale de référence, c'est la première chose, parce qu'aujourd'hui, c'est des inégalités terribles entre les départements. Ce sont des moyens tellement rétrécis que les plans d'aide autour des personnes ne peuvent plus répondre aux besoins réels. Donc la prestation n'est pas de nature à accompagner réellement la personne. Donc il faut fixer une tarification et l'État doit s'engager par un nouveau financement sur lequel il faut travailler et réfléchir et qui pourrait être de l'ordre de la protection sociale, à donner les moyens réels de remplir cette mission. Donc on voit bien que sur un sujet comme celui-là, qui touche, j'ai envie de dire, à l'ABC de la vie, du vivre ensemble, hein, tout le monde veut du vivre ensemble, c'est l'ABC du vivre ensemble. On voit bien qu'une coopération, une réelle coopération entre l'État et les collectivités locales est nécessaire. Mais il faut alors que l'État joue vraiment son rôle. Et je pense que s'il y a quelque chose à inventer dans la conception, qui ne ferait que reprendre d'une certaine manière ce qui s'est fait après la libération, c'est que le rôle essentiel de l'État, aujourd'hui, ce serait de mettre en place les outils, les instruments, les institutions qui permettent à tous les acteurs, collectivités ou autres, de disposer de ces outils et de ces moyens pour remplir les missions qui leur sont confiées. Car il est bien compréhensible qu'accompagner des personnes dans un territoire donné et dans tous les territoires du pays, pour qu'ils aient le même accès, qu'ils soient à égalité, nécessite de se rapprocher d'eux. Donc dans ce domaine, effectivement, la collectivité est bien placée, parce qu'elle est proche des gens pour le suivi, pour le conseil, même pour le contrôle. Donc elle a tout son rôle à jouer, la collectivité de base, la collectivité locale. Mais elle ne peut le jouer que si l'État met à disposition ses moyens, ses outils, ses instruments. Le deuxième exemple, on pourrait aller dans le détail, mais bon, je fais vite parce que je sais que je n'ai pas trop de temps. Le deuxième exemple, parce qu'il est aussi percutant, si on veut parler du rôle de l'État et d'un service public, c'est le logement. La question du logement. Aujourd'hui, chacun sait, tout le monde le dit, tous les rapports sont là, il faudrait construire 150 000 logements sociaux par an. Hein, ne serait-ce que la croissance démographique, les besoins sont en croissance énorme, et si on veut répondre à ce besoin, aujourd'hui et pour demain encore plus, il faudrait construire. En 2012, on a construit 107 000 logements, en 2013, 113 000 logements. Ce qui veut dire que d'année en année, l'écart se creuse. Et qu'il n'est pas étonnant que nous trouvions dans nos départements des situations de plus en plus inextricables en matière de logement. Alors, si on regarde les politiques décidées au niveau de l'État depuis ces dernières années, on se rend compte que l'État n'a eu qu'un seul souci, c'est de se désengager. De se désengager et de laisser peu à peu, y compris par ses politiques et ses interventions et ses financements, faire en sorte que le marché prenne encore plus de place sur cette question. Le marché incapable de régler la question de l'offre et de la demande de logement social, compte tenu que le marché libre propose des prix de loyer inaccessibles pour une bonne partie de la population française. Quand je parle que, y compris dans ses politiques, il aide à ce développement, par exemple, il a préféré des politiques de défiscalisation, dans lequel il met plus d'argent qu'il n'en met dans le logement social, où il a préféré des politiques d'aide aux propriétaires bailleurs. Vous voyez, c'est toute une politique qui est vraiment volontaire, qui est choisie. Et donc, aujourd'hui, si on réfléchit à la question du logement, on se dit quel rôle on attend de l'État. Et de la même façon, il faut qu'il mette en place des moyens, des outils et des institutions qui vont permettre à tous les bailleurs sociaux et aux collectivités locales
d'atteindre ce niveau de 150 000 constructions de logements et de remise en état de ceux qui en ont besoin, avait des sorties de loyers qui soient accessibles au plus grand nombre, à tout le monde. Alors, bien entendu, ça passe par, bien sûr, aussi le budget, son budget, c'est-à-dire que son budget, il doit le revoir. Mais ça n'est pas que ça. La question du désengagement n'est pas liée qu'au budget de l'État. Parce que la question qui est posée dans ce domaine, c'est l'évolution du coût de la construction. Le coût de la construction, en 10 ans, a augmenté de 85%. C'est-à-dire que le marché, en l'occurrence, parce qu'il s'agit bien du marché, a poussé le prix de la construction a évolué beaucoup plus vite que l'inflation, puisque dans la même période, l'inflation n'a pas augmenté de 20%. Donc vous voyez, cette situation, si elle n'est pas régulée au niveau de l'État, si l'État ne met pas des outils pour pouvoir faire face à cela, même le bailleur social le plus généreux ne pourra pas régler la question tout seul. Donc on a bien, ni la collectivité, elle pourra toujours donner des subventions, on continuera à courir derrière un coût de la construction qui lui explose. Et vous savez pourtant bien que les grands groupes de la construction, qui musellent toutes les PME dans le département, qui la plupart sont sous leur coupe, les grands groupes de la construction, depuis 20 ans au moins, ont fait en sorte que leurs charges soient prises en compte par la collectivité, soit par la petite entreprise, soit par la collectivité. Et ils ont continué avec le seul objectif, eux, de faire grossir leurs dividendes et donc de peser sur le marché et faisant en sorte que le coût de la construction a filé. Donc il faut créer, je pense en matière de logement, au niveau de l'État, un office, je ne sais comment, il faut y réfléchir, mais un office public qui va agir aussi sur cette question. Et bien sûr, à côté, et vous en parlez certainement, un moyen de financement. Le pôle public financier, qui doit jouer tout son rôle. De telle manière qu'une partie de ces moyens publics puisse peser dans le financement du logement. Alors par exemple, il faut savoir, pour la petite histoire, que il y a une dizaine d'années, 10-15 ans, quand on finançait un logement social, 75% à peu près était fait par emprunt. Donc là, ça posait déjà la question des taux d'intérêt. 16% venaient des subventions publiques. Vous aviez 8% des collectivités locales. Donc ça, c'est aujourd'hui, je m'explique. Il y a 15 ans, 85% par emprunt. 6% c'était l'État, 2% les collectivités locales, 5% les entreprises. Vous regardez aujourd'hui, 75% c'est l'emprunt, 16% les subventions publiques, 8% les collectivités locales, donc on est passé de 2% à 8%. L'État qui était à 6% est passé à 2% aujourd'hui. Sur un logement, il donne 2%. Et les entreprises qui étaient à 5% sont passées à 3%. On voit bien qu'il y a là un rôle de l'État qui doit faire en sorte que le financement public du logement social, comme celui des entreprises, doit être remis à jour de telle manière à ce que les bailleurs sociaux soient en capacité de construire. En fait, en 13 ans, le désengagement de l'État est de 54% dans le financement du logement, et en 5 ans, le budget de l'État a baissé de 24% dans ce domaine. Juste pour avoir une petite précision, sur un logement de 130 000 € à peu près, l'État, il y a 10 ans, apportait 2 700 €. Aujourd'hui, il amène 400 € par logement. C'est vous dire le total des engagements. Donc on voit bien que là que si la conception de l'État qu'il faut faire émerger aujourd'hui mérite bien entendu débat, sur une question comme sur le logement, il faut que l'État reprenne toute sa place de telle manière à ce qu'on puisse voir
se développer par des coopérations, par d'autres formes, y compris de travail entre collectivités, bailleurs sociaux et État. Il faut que l'État mette en place ses moyens et ses outils. Voilà deux exemples, mais bon, sur chacune des politiques publiques, cette question se pose. Vous parliez tout à l'heure de la vie culturelle, de la culture. Aujourd'hui, vous le savez bien, le financeur premier des politiques culturelles, ce sont les communes. Ce sont les communes. Ah, pardon, ce sont les communes. Mais la situation qui se présente aujourd'hui met beaucoup d'inquiétudes dans beaucoup de projets. Et donc là aussi, il faut que notre conception de l'État permette de redonner un État qui va à la fois avoir ce rôle, bien entendu, d'égalité territoriale, très important, qui va avoir ce rôle de solidarité, qui va permettre à ce que chaque citoyen retrouve de l'égalité devant tous les services publics, mais devant tous les services nécessaires dans tous les territoires. Or, ce que nous savons également, et là, la réforme territoriale, dont je ne vous ai pas parlé, la réforme territoriale, dans l'état actuel des choses, n'apporte rien. N'apporte rien, parce que ce soit le nouveau périmètre des régions, que ce soit la naissance et la mise en œuvre institutionnelle des métropoles, l'une et l'autre de ces réformes ne garantit rien en matière d'égalité territoriale. Bien au contraire. Car chacune de ces grandes entités va se trouver en concurrence avec l'autre. Je m'imagine à Bordeaux, par exemple, la métropole de Bordeaux qui veut s'occuper d'économie et la grande région qui veut aussi s'occuper d'économie. Le seul ingrédient que ça apporte en plus, c'est que la concurrence va s'exacerber, y compris à l'intérieur d'une même région, entre les territoires. Chacun va vouloir attirer le plus possible les capitaux sur son territoire. Et pour attirer les capitaux, comme le disait Gattaz, il faut passer par les fourches codines, qui sont baisser le coût du travail, baisser la fiscalité des entreprises et baisser la dépense publique. Ce sont les trois chevaux de bataille du MEDEF aujourd'hui, par lesquels il espère bien que la nouvelle construction territoriale va permettre de mettre en place ces managers dont tu parlais, qui seront audacieux dans ce domaine. Pour terminer, car il faut bien voir que la décentralisation depuis 1982, pour moi, il y a vraiment que celle-là qui mérite le nom de décentralisation. Acte 3, je pense qu'il n'y a pas du tout de décentralisation dans ce qu'on appelle l'acte 3, au sens de rapprocher les pouvoirs de décision des citoyens et de faire en sorte que le citoyen ait la main sur son avenir et sur sa vie. Décentralisation, c'est cela. On peut dire que la décentralisation de 82 a eu des effets positifs. Moi qui suis conseiller général depuis cette date-là, depuis 85, je l'ai mise en œuvre, je l'ai vue. Donc j'en ai vu aussi les défauts, parce qu'elle avait ses limites. Et ce qui aurait été intéressant, c'est de travailler sur les limites dans lesquelles elle se trouvait pour pouvoir la porter plus loin. Et la première limite, c'est celle que le citoyen, finalement, n'en a pas vu vraiment la couleur dans le partage des pouvoirs, tout au moins. Car qu'il soit usager ou qu'il soit habitant de sa collectivité, il n'a pas vu en quoi il était plus concerné par les politiques publiques. Donc il y a vraiment à faire quelque chose dans ce domaine. Comment faire en sorte que le citoyen puisse aussi débattre de sa commune, débattre de son département, être consulté, avoir la main, mais aussi participer à la gestion des services publics d'une certaine manière. On peut imaginer
que pour gérer un service public, l'usager a sa place aussi, il doit pouvoir s'exprimer, il doit pouvoir, comme dans son entreprise d'ailleurs, il devrait avoir sa place pour pouvoir décider des grandes stratégies de l'entreprise, des investissements qu'on va faire. De la même façon. Donc on peut dire que la décentralisation de 82, elle a trouvé ses limites dans cette question. Et après, elle a trouvé ses défauts. Elle a trouvé ses défauts. Elle a fait gagner beaucoup de services en efficacité, je pense au collège par exemple, mais elle a aussi nourri ses défauts, et le défaut, ce sont ses exécutifs. Ces exécutifs qui ont peu à peu concentré dans la main de quelques-uns, et parfois que d'un seul parti, je dis bien, et parfois que d'un clan, tous les rouages et tous les leviers de décision. Bien sûr, aidés par le suffrage universel, puisqu'en dernier ressort, ce sont bien les citoyens qui votent, et que parfois les citoyens oublient que le pluralisme est la meilleure garantie de faire vivre la démocratie. Mais moi qui l'ai vécu, cet exécutif, en quelque sorte, pendant des années, je peux dire que c'est très dangereux. Et ce qui va se produire avec les métropoles et les grandes régions, va aggraver l'affaire. Car les exécutifs vont encore être rétrécis. Ils seront encore moins sous la pression des mobilisations sociales et populaires et citoyennes, car de plus en plus éloignés. Et compte tenu des modes de scrutin qui sont en œuvre, ils seront de plus en plus dans les mains d'équipes fermées. Ça rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure. Et donc on voit que la question centrale, si on veut redonner un autre rôle à l'État et aux collectivités locales et aux services publics, c'est bien l'intervention du peuple à tous les niveaux. Donc tout le rôle valorisé de tous les militants qui ont envie de transformer la société dans le sens du progrès. C'est bien cette question qui nous est posée, qu'on soit militant politique, qu'on soit élu, qu'on soit syndicaliste ou du mouvement associatif. Notre recherche, c'est ma conviction, doit se tourner sur comment faire pour redonner le goût aux citoyens de s'emparer des choses qui le concernent. Comment changer nos pratiques pour ne pas subtiliser à l'initiative des citoyens beaucoup de choses. Comment changer nos formes aussi? Comment changer nos mots? Comment ne confiscateur, mais au contraire, redonner le goût aux gens de s'y mettre? Comment pas leur demander d'être trop formatés pour qu'ils soient eux-mêmes? C'est toutes ces questions qui nous sont posées, je pense, dans la vie de tous les jours. De telle manière à ce que, par exemple, dans un conseil municipal, il n'y ait pas que quelques-uns qui aient l'impression de jouer un rôle, mais que tous les conseillers municipaux, même celui qui vient d'être élu là et qui n'a pas encore les éléments, se sentent concernés. Et qu'au bout de 3 ans, ils disent pas, comme je rencontre des fois nos formations du CIDER, qui disent pour l'instant, voilà, ça se passe, et j'ai l'impression que ça se passe en dehors de moi. Mais on trouve aussi cela dans les organisations, je pense, de la même façon. Moi, je le vois dans mon parti. Fait-on toujours ce travail qui nous fait porter ce slogan de dire c'est aux citoyens à prendre leurs affaires en main? Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses dans ce domaine qui méritent d'être réfléchies et qui vont nous aider au fur et à mesure à faire en sorte que plus de monde, plus d'hommes et de femmes interviennent dans la société pour lui donner un sens qu'elle a perdu et puis pour redonner de l'essor aux luttes sociales et aux luttes politiques. Et c'est vrai qu'on est à l'épreuve en ce moment, parce qu'avant-hier, je faisais encore un porte-à-porte. Je termine, oui. Je faisais encore un porte-à-porte, et je me suis rendu compte, encore une fois, le travail qu'il y a à faire, si nous voulons redonner à nos concitoyens le goût de s'engager, de s'impliquer et de participer à la vie démocratique. Merci.